Non, 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 Même si on est en période de pandémie, ça a un peu bougé. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu des transferts Ah, il ou y a quand même des- l'arrivée du canard, Alexandre Pato, quand même. Exact, Pato qui exact. arrive à Orlando, donc ça peut être On sait pas dans intéressant. quel état. On sait vraiment pas dans quel état par contre. Bon, écoute, j'ai envie de te Ça allait dire, déjà pas super bien au Brésil. Il avait connu une saison moyenne. Tu sais, Ouais. c'est encore le réflexe du Tu vois, propriétaire si brésilien. Newton Mais nous avait fait son, Ouais. son Ouais, dessin là, probablement, ouais, on Pato, aurait il pu aurait eu, voir. tu sais, il aurait eu des Ah notes à ouais, la mais Struna, tu vois. c'est la suite logique de Kaka, de Nani. Ouais. Tu sais, ils ont tous comme ça, là. mais après, je trouve ça bien, et comme je dis très souvent, à défaut de décevoir les Patreons, les fans du 11 montréalais, Montréal n'est malheureusement pas une ville qui peut attirer dans le monde du foot. C'est pas parce qu'on y parle français, il y a l'hiver, il y a les impôts, c'est beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour quelqu'un, un nouveau joueur qui arrive. Orlando, déjà, dans l'État de la Floride, en termes de taxes, c'est un des États où il y a le moins de taxes, avec le Texas et la Pennsylvanie. Donc, c'est des trucs à prendre en compte quand un joueur désigné vient, et évidemment la température. Il arrive, il fait beau, il sort du Brésil. Donc un mec comme Pato va être beaucoup plus tenté d'aller à LA, à Orlando ou à Miami. Là, Miami, c'est clairement le truc le plus trendy, sachant qu'il y a Beckham, etc., etc. Mais tu sais, faut garder ça en tête avec toutes ces personnes qui sont en train de rêver à faire venir, je sais pas, là, des Messi, des Ronaldo et tout ça. Bon, ça, j'exagère un peu, mais à peine. C'est des villes, voilà, quoi. C'est pour ça que Pato, c'est un projet sportif, comme on aime souvent dire, pour se moquer des joueurs, qui est beaucoup plus intéressant à Orlando, pardon. Bon, moi, Mais ce le qui vrai projet, le vrai projet, c'est, on parlait tantôt, Cincinnati a vraiment sorti beaucoup d'argent dans cette période des transferts. Ils sont allés chercher le jeune avant-centre brésilien Brenner autour de 10 millions là, de mémoire. Il faudrait que je regarde. Puis Exact. c'est dans les tops là, acquisitions MLS historiques. Là. Puis on n'est pas habitué. Mais tu sais, on dit ça, on n'est pas habitué à avoir des équipes comme ça de seconde ordre, à aller chercher des joueurs qui coûtent très, très cher. Mais quand Atlanta, là, on est habitué avec Atlanta qui est considéré comme un gros club, mais tu sais, il faut se mettre, faut se projeter dans le passé, puis Atlanta, dans notre tête, c'était pas censé être un gros club non plus. Là. On les voyait pas comme une future grosse concession, puis ils se sont positionnés comme une grosse concession parce qu'ils avaient le propriétaire derrière qui backait avec la franchise de la NFL, avec le stade qui est plein. Donc, tu sais, ça peut devenir une façon de faire chez certains clubs, même si on... Oui, exact. Et Cincinnati est en train de prendre cette voie-là, ce gamble-là, pour se positionner comme une étape entre le marché sud-américain et européen. Et ils font des gros investissements. Ça peut rapporter beaucoup, mais ça peut aussi ça peut faire mal. Là, Mais d'ailleurs, en cas d'erreur. Cincinnati c'était déjà placé un peu en marge de tout ça. C'est eux qui ont le plus jeune coach aussi sur le banc. Je crois que c'est un coach français qui a une trentaine d'années qui est un assistant. C'est un assistant. T'es sûr que c'est un assistant, sauf Oui, ils sont allés chercher un Hollandais. Ouais. Ah, c'est Stam, là, le coach. Alors, exact, Stam. Mais la première année de Cincinnati. Non, c'était le coach de la USA, de la Sud-Africain, qui a été viré rapidement, et Johan Damé était coach permanent intérimaire, le concept revient, pour le reste de la saison. Ouais, mais ils ont été frappés rapidement. Mais même en tant qu'assistant plus jeune, parce qu'il avait 30 ans. Et il y avait l'histoire avec le directeur technique hollandais des Cincinnati quand il a fait une blague raciste, il a été raciste envers un joueur, je ne sais plus, il s'est fait dégager rapidement, donc ça va très bien. Mais sérieux, Cincinnati, ils doivent lui donner un bon salaire à Brenner, parce que pour faire venir un mec du Brésil, pour le faire venir genre près du Kentucky, là, non, mais tu sais, faut dire les choses. Genre, il y a une tempête parfaite aussi. Je veux dire, tu arrives dans le transfert hivernal qui est déjà une période de transfert
bizarre habituellement. Et là, on se retrouve dans la période de transfert après COVID avec des gros clubs qui n'ont pas nécessairement l'argent. Tu sais, le Real Madrid n'a pas recruté du tout cet été. Ils sont tous en position en Angleterre, ils font des emprunts bancaires. Arsenal a fait un emprunt bancaire. Tu sais, les clubs ne sont pas vraiment en position d'aller chercher vraiment des gros gambles. Puis là, Cincinnati en MLS a décidé de se positionner puis essayer de profiter de cette situation-là pour peut-être faire un coup d'argent, mais il faut que ça fonctionne. Il faut qu'un Brenner arrive ici en MLS puis il claque 15-20 buts, là, sinon... Juste pour revenir un peu sur les transferts, parce que Nilton a mis l'emphase sur Cincinnati qui avait beaucoup dépensé. Moi, en regardant les équipes, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé que, alors Covid oblige aussi, tu l'expliquais, mais il y en avait beaucoup qui jouaient sur la stabilité. Je vois par exemple le LAFC, avec le retour de Vela qui va certainement jouer une vraie saison cette fois-ci, a gardé aussi son 11 dans les grosses lignes. New York City aussi. Il y avait un Columbus pareil. Donc je sais pas si Columbus sont allés chercher un Roumain en attaque. Il parle de vraiment du bon. Après, j'ai envie de te dire, chaque bon joueur qui sort de Roumanie, c'est le futur Moutou ou le futur Hadji. Mais ils ont dit des très bonnes choses sur lui. Allez, attention. Alexandre Matan. C'est le même Roumain avec Montréal, là, Nilton? C'est le même gars. Comment t'as dit ça? C'est le même Roumain que Montréal regardait à un moment en rumeur, là. Alexandru Matan, il s'appelle. Tu sais, t'avais remis non, lui, il est resté, c'est Florian Tanassé. Ah ouais. Mais juste par rapport à ça, j'aimerais juste vous entendre là-dessus parce que finalement, moi, je trouve que la Ligue, elle est encore plus ouverte cette année. Parce que je vois un peu les effectifs. Pareil, New England qui a son quatuor offensif aussi. Ils l'ont gardé. Donc, honnêtement, j'essayais là, en faisant l'émission, d'essayer de prendre ces 3-4 équipes qui allaient jouer les premiers rôles. C'est dur mais à franchement, dire. là, aujourd'hui, c'est assez dur à dire parce que même le CF Montréal, je trouve, dans sa composition d'équipe, dans sa construction d'équipe, je trouve qu'ils sont pas à l'ouest complet, quoi. Ouais, mais après, comme on en avait parlé, le CF Montréal, ça reste quand même des joueurs où, à part des vidéos YouTube, il y a très peu de certitude, tu vois. C'est des trucs, ça reste des joueurs qu'on croit. En termes de profil, ils sont intéressants, mais en termes de qualité de joueur, c'est pas beaucoup. Donc moi, je les mettrais pas dans la même catégorie, mais c'est sûr quand tu regardes Columbus, qui est le champion en titre, ils ont gardé sensiblement la même équipe. Ils ont rajouté justement ce Roumain dont je parlais. C'est sûr qu'il y a des équipes, comme tu dis, avec le Covid. D'ailleurs, j'ai compris que l'affiche de Columbus contre Philadelphie, c'est le gagnant de la MLS Cup contre le gagnant du Supporter Shield. C'est pour ça que c'est sur ce match-là qui sera en affiche. Donc en fait, Nilt, c'est clairement un calendrier qui a été fait pour essayer de trouver mousser de l'intérêt versus si on avait fait quelque chose de complètement aléatoire. Donc c'est ça la volonté de la Ligue. Mais en parlant de stabilité, là, je suis curieux parce que je connais ce que ça vaut, c'est Gabriel Heinze avec Atlanta United. Je sais pas trop ce qu'il vaut comme coach. Ils ont quand même, il reste encore comme des bons joueurs. Ouais. Mais je me demande le retour de Martinez, c'est dans quel état? Je trouve ça vraiment intéressant de voir s'il sera au même niveau. Bon, est-ce qu'il y aura la même réussite devant les buts, c'est autre chose, mais est-ce qu'il aura retrouvé au moins ses pleines capacités? Parce que c'est un joueur qui était vraiment, vraiment intéressant et un vrai game changer. C'était une vraie star de la Ligue, donc c'était assez dommageable lorsqu'il s'est blessé. Et puis je pense qu'il est tellement dominant. Maintenant, tu ajoutes aussi Lisandro Lopez, que Atlanta revient revient dans l'équation, tu vois, tout de suite après leur saison délicate. Non, c'est des équipes qui bossent bien, j'aime ça. Mais d'ailleurs, si vous pouvez me donner une équipe là, chacun votre tour là, pour vous, peut-être pas champion, mais en tout cas l'équipe que vous allez suivre et qui vous donne envie. Suivre d'autres équipes que le CF Montréal? Ouais. Christian. On est sur la MLS. Moi, il y a deux équipes que j'ai hâte de voir cette saison, puis pour des raisons différentes. J'ai hâte de voir la deuxième année de Philadelphie. Philadelphie, moi aussi, j'allais te dire ça, c'est vrai. C'est-à-dire la deuxième année? Ouais, parce que c'est le nouveau modèle. Tout le monde, tu sais, c'est la mode. Là. Quand une équipe utilise un nouveau style, une nouvelle façon de réussir en MLS, ça devient comme le modèle à suivre. Philadelphie est devenu le modèle à suivre, mais là, Philadelphie vend
vendre des joueurs, comment ils vont pouvoir s'en sortir, voir si ce modèle-là peut survivre à des ventes des joueurs. Puis l'autre club qui m'intéresse, c'est un do or die pas mal pour Marc Dos Santos et sa gang à Vancouver. Là, il a fini par libérer des places. Il est allé finalement chercher des joueurs que lui, il veut. Et cette saison à Vancouver, il va falloir vraiment qu'il passe à un autre niveau. Puis, tu sais, veut pas, Marc Dos Santos a l'âge de... tu sais, on pense que c'est un vieux coach, tout ça, mais tu sais, il a l'âge de Nancy. Puis, tu sais, il se retrouve dans une situation, tu sais, c'est encore une jeune carrière. Il a bossé partout, mais tu sais, c'est... je suis surpris que tu dises qu'on pense que c'est un vieux coach, mais ça se voit qu'il est jeune. Ouais, mais dans le sens que... C'est parce qu'un coach de son âge comme ça, qui a déjà une carrière un peu partout, qui s'est promené, qui a fait des step back, qui a décidé, il a été assistant coach, il est retourné en deuxième division avec son voyage aussi au Brésil. Il y a beaucoup de vécu. Puis à son âge, on n'a pas cette habitude-là. Habituellement, à cet âge-là, c'est plus des anciens joueurs qui se retrouvent dans leur première situation de carrière de coach. Lui, il a déjà beaucoup de vécu. Là. Puis là, c'est sa chance, selon moi, de prouver sa valeur en MLS avec un effectif à son image puis qui a été construit selon son plan à lui. Moi, Oui. Ah, pardon. Non, vas-y, Réjo. Moi, évidemment, là, j'ai très hâte de voir. C'est quand même l'Inter Miami, deuxième saison. Là, ils sont quand même allés chercher Phil Neville comme coach. Il a été coach d'équipe féminine anglaise. Donc, est-ce qu'il va faire venir des joueurs d'Angleterre? J'ai entendu que Kieran Gibbs, ancien international, qui a joué à Arsenal très longtemps, qui était à West Bromwich Albion, qui comme on dit, qui est sur les tablettes pour aller au poste de latéral gauche là-bas. Une saison plus complète avec une vraie préparation pour Higuaín et Matuidi. Donc, j'ai envie de voir cette équipe-là, qu'est-ce qu'elle va donner, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Barnum autour d'eux par rapport à Beckham, etc. Donc, j'ai envie de voir, puis évidemment, avec les sorties en Ligue des Champions prématurées de Cristiano et de Messi, donc les rumeurs forcément. Donc, je pense pas qu'ils vont venir, mais je trouve que le spotlight est vraiment sur eux. Donc, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner comme équipe. Et puis, moi, j'étais tenté aussi, comme si à Atlanta pour Heinze et puis le retour de Martinez. Mais j'ai envie de voir aussi, Columbus, après leur titre, voir ce que ça va donner. C'est une équipe que j'ai toujours trouvé qui jouait bien. Déjà de l'époque d'Higuaín et tout, c'est une équipe vraiment intéressante. Ils ont gardé leurs gros gars, Nagbe encore là, Zardes est là encore, et puis justement donc ils ont ce petit un jeune roumain attaquant qui sont allés chercher, qui est une petite pépite paraît-il. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce que cette équipe va donner après avoir gagné l'année dernière. Donc voilà. Sauf si vous avez des équipes à ajouter comme ça ou moi, je reviens à mon truc avec Atlanta United, puis la curiosité que j'ai par rapport à Gabriel Heinze, parce que honnêtement, j'ai pas vu les matchs de Vélez Sarsfield, là, je veux pas faire semblant, donc j'ai aucune idée ce qu'il est ou ce qu'il fait, mais il a clairement une filière argentine, argentine, comme il a dit Sid avec Lisandro Lopez. Ils sont déjà sur un autre défenseur central argentin. Il y avait Tata Martinez comme coach avant. Tata Martino. Ouais. Avant. Atlanta m'intéresse. Écoute, Jules, moi je suis Hilton, tu connais déjà ma réponse. Moi je suis un vrai Eurosnob de la MLS. J'en ai strictement, alors rien à secouer de toutes ces équipes et tout, alternatives ou autres. Donc je vais te répondre. On va faire semblant au moins, mais bon. Je vais te répondre. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, garçon. C'est parti dans le truc. T'es comme un partisan des Alouettes, tu sais. Il y a les Alouettes, ça a l'air qu'il y a des équipes en CFL. Personne n'est capable de nommer un joueur de la CFL. Non, t'es gentil là. Pourquoi t'as pas dit comme du Canadien quand tu parles des Alouettes, genre comme Gaz, genre comme. Non, parce qu'il sait que tu connais les autres équipes. Donc,
Moi, ma réponse, en fait, c'est le LAFC. C'est la seule équipe qui vraiment est capable de me faire m'intéresser un peu plus à autre chose. Et après, effectivement, ça reste sur l'Inter, ça reste Atlanta et ça reste sur les grosses équipes, Seattle. Les petites équipes ne m'intéressent, mais pas du tout. Et je qualifie parfois de petites équipes, des équipes qui sont même pas petites, que je découvre en finale de l'Est. Imagine le Reg de Portland, comment il doit. Imagine le site de Portland, comment il doit considérer le club de foot de Montréal. Là. C'est certainement, je pense que. C'est de bonne guerre. Après, sans avoir Drogba, je crois qu'on n'était pas très très considéré par les autres marchés de la ligue. Mais ouais, non, j'avoue que j'ai très peu d'intérêt. Mais malheureux, enfin, je sais pas. Mais il y a LFC. Il y a trop de clubs. Il y a 27 non, clubs. Non, c'est pas une question de trop de clubs. Non, je pense que c'est vraiment pas une question d'autres clubs. Je pense qu'on a eu déjà une discussion un peu parallèle avec. C'était un peu en off avec Reg sur le fait que la première ligue était arrive à un peu ce statut un peu type NBA ou NFL où tu es capable de t'intéresser à une dizaine d'équipes. Où tu peux vraiment zapper et regarder une dizaine d'équipes. Mais ce statut-là. Je suis désolé, mais il n'existe même pas en Serie A, il n'existe même pas en Liga, il n'existe même pas en Ligue 1, il n'existe pas du tout en Bundesliga. Il existe en Liga si t'aimes le foot. Non, c'est pas une question d'aimer le foot. Non, du tout. C'est beau à avoir joué. Non, mais ça, si tu regardes justement, guys, regarde. Je vais finir. Attends, il termine. Non, je vais finir parce que là, on est ensemble. Je suis parfaitement transparent. Tu vois, ce type de commentaires un peu hipster et tout, genre comme tu n'as rien à branler d'un match de foot qui est en dehors de 3-4 équipes de Bundesliga. Et c'est un peu la vérité, et c'est normal. On n'a pas le temps, on fait pas ça à temps plein, à regarder tous les matchs de foot. Et c'est ça. Et c'est que je crois qu'il faut aussi accepter en MLS qu'on n'a pas vocation à s'intéresser à toutes les équipes, et c'est correct. C'est correct. Il n'y a que la première ligue qui a ce statut-là quasiment, où tu as les 10 premières équipes. Regarde, je pense que là, Arsenal est 10e. On peut même s'intéresser à la 10e équipe, tu vois. Mais dans le reste des championnats, c'est 2-3 équipes et ton équipe de cœur ou / local. Donc, faut pas essayer de culpabiliser avec des grandes phrases. Si t'aimes le foot, non, c'est pas ça le point. C'est que c'est une consommation parfaitement normale, marché local, grosse équipe, et après une petite curiosité. Donc par rapport à ça, voilà. Moi, ce que je déplore de la MLS, c'est souvent leur plage horaire. Tu sais, quand il y a des matchs intéressants, puis qui se retrouvent à 10-11 heures le soir parce que c'est des grosses affiches locales, mais que c'est dans l'Ouest, c'est compliqué. Là. Il n'y a pas vraiment un rendez-vous fixe où la fin de semaine, il y a une grosse affiche. Si on avait... je trouve, c'est pour ça. Oui, c'est sûr que ça vient avec. Là, parce qu'il y a des rendez-vous comme ça qu'on a regardé, là, je veux dire, les matchs de Zlatan avec LA Galaxy, les batailles LA, il y a eu des classiques comme ça, mais des fois, on était vraiment... C'était difficile à suivre à cause des horaires et tout ça. On manquait des gros rendez-vous parce que il y a eu du matériel en MLS pour créer des histoires, là, que ce soit récemment ou un peu plus dans le passé. Il y a eu tout d'un coup, on découvre. Souvent, on dit souvent que les séries de la MLS sont vraiment le fun à suivre parce qu'il y a des surprises, il y a des matchs intenses, tout ça. Mais peut-être la différence, c'est parce qu'on les voit finalement, ces matchs-là de la MLS. Parce que pendant la saison, il y en a des matchs comme ça, mais on est concentré sur notre club, puis on parle plus ou moins des clubs de la MLS. Puis qu'est-ce qu'on fait de semaine en semaine? Mais finalement, là, on passe la semaine à expliquer contre qui on va jouer parce qu'on ne connaît pas du tout l'équipe contre qui on joue. Et ça appuie mon point sans que tu fasses esprit, Nilton, où je m'approprie un peu une partie de ton point pour dire quand l'Impact est rentré à MLS, il y avait 19 clubs. Là, on est à 27. T'imagines 27 clubs déjà avec 19. Juste essayer de comprendre Philly, ça fait quoi, New England. J'aime bien comprendre ton point. Excuse-moi, tantôt, je t'ai coupé rapidement, mais poursuis, c'est très intéressant. C'est donc à un moment, genre, juste, regarde, tu restes dans ta conférence, tu restes dans l'Est. Juste avec l'Est, on a 10. Là. Disons que tu en as 20, 10 chaque côté. Il faut que tu regardes les adversaires directs de Montréal. Bon, tu as Toronto, tu t'apprends le cadre rapidement, mais même quand tu arrives dans la ligue, déjà que tu apprends c'est qui Justin Brown, c'est quoi un draft d'allocation. Il faut que tu vois le zigoto Danny DQ, que tout le monde en parle à Toronto alors qu'il est nul. New England, c'est la grosse équipe, mais un an après, c'est une catastrophe. Tu sais, ça bouge tellement, et en plus, ils ajoutent des clubs au fur et à mesure. Et puis, il y a eu deux types de générations de clubs. Tu avais l'Impact Philly, l'Impact Philly, c'est un peu
On n'a pas payé trop cher pour arriver là. Ensuite, boum, Atlanta est venu. Je pense qu'il y a une autre phase d'expansion avant ça d'Atlanta, mais ça a métamorphosé, quoi. Or, là-dedans, Atlanta a métamorphosé l'attractivité de la MLS par rapport à ramener des grands joueurs rapidement et surtout à avoir du big money et la grosse visibilité médiatique. Donc, moi, en tant que personne, j'ai du mal de. Regarde, c'est quoi, 2012 à 2021, on parle de 19 ans. Donc, on a ajouté un club par saison quasiment. Et LAFC, c'est le seul et LAFC Atlanta, c'est le seul qui ressort du lot, des nouveaux, parce qu'ils sont beaux, ils ont un bon branding, puis ils ont gagné rapidement. Je parle gagner des matchs et être bon. T'as raison. C'est un facteur. Comme, tu vois, Cincinnati et Minnesota, le fait d'avoir des saisons compliquées, au début, c'est comme tu vas pas attirer comme ton nouveau public. Atlanta est arrivé avec une telle puissance financière, et puis comme tantôt Nilton en parlait justement de la copropriété avec les Falcons, le stade de Mercedes-Benz, il est extraordinaire, mais genre à l'échelle mondiale. Et tout de suite, bon, t'as quelque chose. Puis pareil du côté de LAFC, au niveau sur le terrain et en dehors, les tribunes extraordinaires. Genre, comme avant même qu'ils commencent à être dans la ligue, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc oui, je pense que t'as raison. Et d'ailleurs, c'est fou parce que ces équipes-là ont tellement réussi que tu as l'impression qu'elles sont là depuis 5 ans ou 8 ans. C'est hallucinant ce qu'elles ont réussi à... D'où le travail leur travail de pas rebranding, mais de branding tout court. Et quand même... Bonne première entrée, quoi. Ouais, voilà. La première image, elle est vraiment bonne. Et aussi, je trouve que c'est quand même aller dans des villes qui sont emblématiques aussi. Genre Atlanta, c'est une énorme ville. Une culture sportive, etc. Atlanta, c'est particulier parce que souvent, c'est une ville américaine où, à l'intérieur des États-Unis, les Américains déménagent à Atlanta. C'est une ville qui grossit de plus en plus. Et un des phénomènes qui existe à Atlanta, c'est que quand tu arrives là à Atlanta, tu es déjà partisan d'un autre club. Et en MLS, il n'y a pas cette notion-là. Donc, si tu arrives de New York, tu arrives à Atlanta, mais tu ne vas pas vraiment être partisan des Falcons parce que tu as déjà les Jets ou les Giants. Même chose pour le baseball, et ainsi de suite. Mais en MLS, c'est l'occasion pour la ville de s'unir derrière une seule équipe. Et il y a eu ce phénomène-là, puis c'est une des explications pour expliquer, si tu veux. Non, c'est intéressant. J'avais vu un gros travail communautaire aussi avec les Noirs américains. C'est une ville très, très noire, Atlanta. Et 80%. Et tout de suite, ils ont travaillé très très fort pour faire en sorte que les Noirs de la ville, il faut qu'ils aiment ça. Il faut que ce soit leur sport. Parce que s'ils embarquent pas dans le soccer, on est foutus. Il reste 20%. Et donc c'est fou à quel point, comme tu vois, le travail qui était fait, au niveau de capot, au niveau de groupes de supporters, au niveau du grassroots soccer. Et c'est très beau, comme ils ont embrace la culture hip-hop. C'est une ville, c'est un bastion du hip-hop, Atlanta. Et je crois qu'ils ont marqué beaucoup de bons points sur savoir qui on est et mettre énormément d'argent. Je pense que c'est fou. Enfin, c'est encore plate d'avoir à le dire et le répéter, mais c'est compliqué d'arriver à faire bien sans argent. C'est très compliqué. Il faut être très intelligent, très créatif. Ils ont l'avantage de commencer from scratch. Tu sais, je veux dire, tu pars de zéro, donc tu peux bâtir vraiment. C'est beaucoup plus facile au final, parce que je trouve que comme si on va faire forcément un parallèle avec Montréal. Non, mais fais-le avec Seattle, bro. Ou fais-le avec Portland. Oh, mais Seattle, Portland, embrace leur même chose. Le Portland, mais comme on parle d'équipe, comme ancienne équipe NASL, USL, organique. Comme on est rentré, on a fait les paliers, et puis aujourd'hui, on a du 30 000 personnes à billets de saison, etc. Donc, on va éviter le parallèle super évident avec notre réalité locale pour montrer qu'on est capable, même en partant d'en bas, de monter et faire bien les choses et d'arriver à être un gros club. Donc Portland, par exemple, eux, ils n'ont pas la contrainte d'avoir un très gros club d'un autre sport qui est aussi dominant, tu vois. Et ça fait toute la différence parce que forcément, l'Impact, il se bat, le CF Montréal se bat avec le Canadien, mais ce qui prouve que quand même Atlanta est une ville sportive, mais avec des équipes
dominante dans tous les sports. Je veux dire, au baseball, à l'époque où je suivais énormément le baseball, genre les Braves, c'était une puissance année après année après année après année. Et en NFL, c'est une équipe qui a gagné la NFL il y a pas longtemps. Ils ont eu des bonnes équipes compétitives. Je veux dire, Michael Vick était là, ça a été l'emblème de Nike pendant un bon moment, etc. Tu sais, je veux dire, c'est une ville qui a une culture du sport qui est quand même très très impliquée et très genre imprégnée dans la ville. Donc c'est pour ça que je me dis c'est un petit peu c'est à deux. Portland, je trouve que c'est dur de comparer parce que Portland de off the top of my head, j'ai pas de souvenir. C'est pas une grande ville. Mais voilà, il y a pas d'autres sports majeurs à Portland à ce que je sache, genre donc c'est pour ça que c'est plus facile de s'imprégner et d'avoir vraiment une vraie identité, comme les Timbers, disons, avec le mec qui coupe le bras. L'équipe NBA, ils y sont. Les Trailblazers. Ouais, mais c'est une équipe, ça fait quand même un petit moment, les Trailblazers qui galèrent. Hein. Ils étaient bons dans les années 80. L'an dernier, ils ont fait une grosse saison, il y a 2 ans. Non, c'était pas pour te contredire, juste pour me rappeler que. Oui, mais t'as raison. Parce que j'aime beaucoup Damian Lillard, donc je dis que c'est bien Portland. Mais tu fais bien de me le rappeler.